Il n'est pas question d'indépendance, juste d'une colonisation plus humaine. Si tant est que cela existe. Hay que pobreza vida, la vida de los negros, siempre un sufrimiento, esta vida del hombre, ay la vida del negro. Pendant que la presse occidentale se passionne pour le scandale du Congo, non loin de là, dans la colonie allemande du sud-ouest africain, un autre crime de masse passe inaperçu. Deux peuples, les Herero et les Nama, ont eu l'impudence de se révolter contre les colons qui confisquaient leurs terres. Le général en chef allemand Lothar von Trotha ne le leur pardonnera pas. Le 2 octobre 1904, von Trotha proclame: Dans les frontières allemandes, chaque héros, armé ou non, en possession de bétail ou non, sera abattu. Dans son journal, il écrit: Je crois que cette nation en tant que telle doit être annihilée. Les survivants sont enfermés dans des camps de concentration où Eugène Fischer et Theodore Mollison, deux scientifiques promis à un brillant avenir, pratiquent sur eux des expérimentations médicales. Après leur retour en Allemagne, ils enseigneront l'anthropologie raciale. Le plus célèbre de leurs étudiants, Joseph Mengele, exercera ses talents au camp d'extermination d'Auschwitz de 1943 à 1945. Et puis un jour, on est prêt. Ça fait des années qu'on les regarde, les occupants, qu'on les scrute. Dans leurs écoles, on a étudié leurs idées, leur approche des choses. On a identifié les ressorts de leur puissance. Leurs armes, on ne va pas se risquer tout de suite à les subtiliser. La dernière fois, le prix à payer était trop élevé. Mais hors des champs de bataille, il existe d'autres terrains de lutte. Des terrains que, sûr de sa puissance, le colonisateur a lui-même délimités. Pour les Britanniques, en ce début de XXe siècle, le sport est une affaire sérieuse. Tellement sérieuse qu'ils ont décidé d'en faire un instrument de civilisation dans les colonies. Grâce au football, au cricket et au rugby, ils vont transmettre à ces indigènes indolents leurs valeurs viriles et efficaces, tout en leur prouvant sur le terrain leur supériorité. Mais les choses, parfois, déraillent. Le 29 juillet 1911, à l'heure du thé, les spectateurs affluent de tout le Bengale vers le stade de Calcutta, la capitale de l'Empire britannique des Indes. La compagnie de chemin de fer a dû affréter des trains spéciaux pour les supporters bengalis. Pour la première fois, une équipe de joueurs indigènes, le Mohun Bagan, est arrivée en finale du championnat de football des Indes. Ce soir, ils affrontent les militaires britanniques de l'East Yorkshire Regiment. Des dizaines de milliers de spectateurs se pressent autour du stade. La plupart ne parviennent pas à rentrer. Les joueurs du Mohun Bagan sont tous hindous et en temps normal, leurs supporters le sont aussi. Les musulmans, de leur côté, soutiennent le Mohammedan Sporting Club. Mais ce soir, face aux Anglais, le public compte autant de musulmans que d'hindous. Unis autour du Mohun Bagan, les deux composantes de la société bengali le sont également au sein du mouvement nationaliste, le Swadeshi. L'idée est simple,
boycotter les produits britanniques et acheter indiens. Mais le Swadeshi va bien au-delà du boycott économique. Le cœur du mouvement, ce qui le rend si populaire, c'est la résistance culturelle, la réappropriation, la capacité à faire d'une question apparemment anodine un symbole de la lutte. Les chaussures de sport, par exemple. Hindous ou musulmans, les Indiens ne portent pas de chaussures en cuir. Un mélange d'interdits religieux et d'habitudes culturelles. Sur les terrains de foot non plus, ils n'en mettent pas. Jusqu'à ce que le Mohun Bagan arrive en finale, ça faisait bien rire les Anglais. Ce soir, ils trouvent ça moins drôle de pénétrer sur le stade face à ces 11 redoutables va-nu-pieds qui viennent de battre coup sur coup la Rifle Brigade et le 1st Middlesex Regiment. 2 équipes de militaires britanniques bien entraînés et bien chaussés. Moins drôle en vérité, de sentir qu'au-delà des 11 joueurs et de leurs innombrables supporters, c'est l'Inde tout entière qui se tient derrière ces footballeurs. Pas de doute, c'est la guerre perdue par les Sipais en 1858 qui se rejoue sur la pelouse du Calcutta Football Ground. Quand, au bout des 90 minutes réglementaires, le Mohun Bagan gagne, le stade exulte. Les fans euphoriques déchirent leurs chemises. Toute la ville indigène célèbre la victoire des Bengalis aux pieds nus. Le lendemain, le journal bengali Nayak résume le sentiment de tout un peuple. Chaque Indien sera heureux et fier en apprenant que les Bengalis, mangeurs de riz, infestés par la malaria et pieds nus, ont vaincu à leur propre jeu les Britanniques herculéens et mangeurs de bœuf. Du côté des colons, en revanche, c'est la morosité qui l'emporte. Cette victoire décolonisée n'est pas aussi anodine qu'il y paraît. Une fissure, une craquelure, dans le chromo ripolliné de l'Empire. L'avant-goût d'une possible révolte. Mais pour l'heure, la tension monte en Europe, et c'est cela qui préoccupe les Britanniques. 3 ans après la victoire historique du Mohun Bagan, la guerre éclate. Alliée à la France et à la Russie, la Grande-Bretagne affronte l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Pour avoir une chance de gagner, il faut des troupes et encore des troupes. 1 million d'Indiens partent pour le front. La France, qui possède le 2e empire mondial derrière la Grande-Bretagne, va aussi faire venir des centaines de milliers de soldats coloniaux. Jamais le port de Marseille n'avait vu débarquer autant d'Algériens, d'Indochinois ou de Sénégalais. Une expérience qui les transformera à jamais. Quand le tirailleur sénégalais Lamine Senghor débarque en France au début 1916, la guerre s'est enlisée et on n'en voit pas la fin. Pour lui, comme pour ses camarades, la France se limite au camp d'entraînement de Fréjus, où chaque jour, il faut répéter les mêmes gestes, écouter les mêmes ordres. Contrairement à la plupart de ses camarades, Lamine Senghor connaît bien les Français. À Dakar, il était employé chez le plus grand exportateur d'arachide du Sénégal. En venant en France, il ne s'attendait pas à ce qu'ici aussi, les chefs lui parlent en petit nègre, persuadés que les Noirs ne peuvent pas comprendre le bon français. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande après tout. Ils sont là pour leur force, pour leur bravoure. Après avoir survécu à la guerre, quand il aura épousé son destin, Lamine comprendra pourquoi il s'était retrouvé là avec ses camarades. Il apprendra qu'un ministre des colonies avait un jour prononcé ces mots. L'Afrique nous a coûté des monceaux d'or, des milliers de soldats et des flots de sang. L'or, nous ne songeons pas à lui réclamer. Mais les hommes et le sang, elle doit nous le rendre avec usure. Mais pour l'heure, Lamine Senghor ne sait rien de tout cela. Du camp de Fréjus, il vient de se retrouver projeté au front,
c'est-à-dire en enfer. Le fracas des obus, les ordres des gradés, le hurlement des blessés, la boue, la pluie, le brouillard. Harnaché de 30 kilos d'équipement, baïonnette au fusil, la mine part à l'assaut. Tomber, se relever, esquiver les balles, tromper la mort, revenir en un seul morceau, penser à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, penser à la beauté des femmes de Dakar, à l'odeur entêtante de l'encens dont elles parfument leur pagne. Janvier 1917. Après 2 ans et demi de guerre, le moral des troupes françaises est au plus bas. Le général Nivelle, commandant en chef des armées, demande à l'état-major de ne pas ménager le sang noir pour conserver un peu de blanc. Trois mois plus tard, la mine Saint-Gor fait partie des 15 000 tirailleurs lancés sur les crêtes du chemin des Dames. Son bataillon est décimé suite à une attaque au gaz moutarde. Saint-Gor survit, mais gravement atteint au poumon, il est renvoyé à Fréjus. Tous les éclopés de l'Empire colonial se retrouvent dans les hôpitaux militaires, disséminés sur la côte d'Azur. Et cela fait réfléchir Lamine Senghor. Des centaines de milliers d'hommes à la peau cuivrée, noire ou brune, ont traversé les océans pour tomber sous les balles d'un ennemi qu'ils ne connaissent pas, dans une guerre qui ne les concerne pas. Lamine Senghor réalise toute l'absurdité de cette guerre de blanc, de Toubab. Il voit dans le regard des sous-offres que malgré son sacrifice, ce pays le traitera à jamais en indigène. Ce regard est une souillure. Pour s'en purifier, Lamine passera le reste de sa vie à combattre l'ordre colonial. Makele pas, 1, 2, ancien combattant, Muna Sukele, Makele pas, et 1, 2, ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Des centaines de milliers de soldats indigènes sont morts pour permettre à leurs maîtres français et britanniques de vaincre l'Allemagne. Mais les maîtres n'ont aucune intention de récompenser ce sacrifice en accordant plus de liberté aux indigènes. Dans les hauts plateaux du Kenya, par exemple, on confisque à tour de bras. On confisque en mode tombola. Par tirage au sort, les autorités coloniales britanniques distribuent aux anciens combattants blancs des terres et encore des terres. Du jour au lendemain, les paysans Kikuyu installés là depuis des siècles doivent céder leur ferme à un chauffeur de bus de Manchester ou à un savetier de Liverpool. Plus encore, se mettre à leur service. Travail forcé pour un salaire de misère. Pourtant, cette terre est à eux. C'est Ngai, Dieu lui-même, qui l'a montré à leur ancêtre, Gikuyu, depuis le sommet du mont Kenya. Dieu encore qui fit apparaître Mumbi, sa femme, sous les figuiers. Dieu, la terre, les femmes. En prenant leur terre au Kikuyu, les Anglais avaient coupé le lien avec Ngai. Restaient les femmes. Pas de raison pour que les colons les épargnent. Travail forcé pour elles aussi. L'horreur en prime. Car dans les plantations de café, chaque nuit, les contremaîtres indigènes choisissent leur proie. Viol systématique. Les planteurs britanniques ferment les yeux, du moment que ça ne nuit pas au rendement. Celles qui tombent enceintes sont renvoyées dans leur famille, qui souvent les rejettent.
Sama pilakai les m'arriver. Sama pilakai les m'arriver. Sama pilakai les m'arriver. Oh, sama pilakai. C'est pour fuir ce destin tragique que Marie Nyanjiru prend un jour la route de Nairobi, la capitale de la colonie, la ville de tous les possibles. À Nairobi, pas de travail forcé. À Nairobi, pas de mariage arrangé. À Nairobi, chacun peut bâtir sa destinée, à condition de respecter la loi des Anglais. En sortant de la gare, Marie traverse la ville blanche dans laquelle les indigènes passent, mais où ils n'habitent pas. Elle y croise les boys, les tireurs de pousse-pousse, les jardiniers. Au bout de 3/4 d'heure de marche, Marie arrive à Pangani, le quartier réservé aux Noirs, de l'autre côté de la rivière. Ici, atterrissent les aventuriers, les déclassés, ceux qui, ayant perdu leur terre et leur mode de vie, se cherchent une nouvelle existence. La plupart des femmes Kikuyu de Pangani gagnent leur vie en vendant leur corps et en brassant de la bière. Certains les méprisent, mais elles s'en moquent. Après tout, elles sont plus riches que les hommes qui s'achètent leur faveur. Ce sont des femmes fortes, debout, qui accueillent Marie comme une des leurs. Des femmes qui inventent ici, à Nairobi, une nouvelle société, dans laquelle les hommes n'ont pas le contrôle. Avec elles, Marie s'indigne quand les Anglais leur interdisent de brasser leur bière traditionnelle. Avec elle, elle s'enthousiasme pour un nouveau venu, Harry Tuku, un anticolonialiste chrétien qui a fait de la lutte contre le travail forcé des femmes son cheval de bataille. Marie y croit. Marie espère. Harry Tuku porte un costume, il parle anglais, il n'a pas peur des colons. Les choses vont enfin changer pour les femmes Kikuyu. Aussi, lorsque le 14 mars 1922, les autorités de la colonie arrêtent Harry Tuku, qualifié de dangereux agitateur indigène, le sang de Marie ne fait qu'un tour. Avec ses amis, les femmes de Pangani, elle rejoint la manifestation devant le commissariat central de Nairobi. La toute première manif de la toute jeune capitale de la colonie. Les choses se gâtent quand les organisateurs décident qu'il est temps de se disperser. Marie n'en croit pas ses oreilles. Harry Tuku est toujours en prison. Pas question de partir sans lui. Elle se dresse face aux dirigeants du mouvement et a un geste qui est le plus fort qu'une femme puisse avoir dans la société Kikuyu. Un geste qui signifie que les hommes ne sont plus dignes d'exercer leur pouvoir. Marie Nyanjiru soulève sa robe et expose sa nudité avant de les haranguer. Prenez ma robe et donnez-moi votre pantalon. Vous les hommes, vous êtes des lâches. Qu'est-ce que vous attendez? Notre chef est dans cette prison. Allons le chercher. Les femmes de Pangani poussent un cri à l'unisson et se lancent à l'assaut du commissariat. Des milliers d'hommes les suivent aussitôt. Les soldats tirent sur la foule. Touchée, Marie meurt sur le coup. Des dizaines de manifestants tombent à ses côtés. Harry Tuku passera 9 ans en prison et les Britanniques croiront avoir brisé dans l'œuf la résistance. Mais pendant des décennies, le soir, à la veillée, les Kikuyu entretiendront le souvenir de Marie Nyanjiru, celle qui n'a pas cédé. Et quand la prochaine génération de rebelles se lèvera, c'est son nom qu'ils invoqueront en partant au combat. Un jour, on sera libre. Ça, maintenant, on le sait. Un jour, on reprendra le contrôle. En attendant, il faut se battre, encore, apprendre encore, aller narguer le colon jusque chez lui, semer le doute dans l'esprit du maître, s'engouffrer. Paris, 1924. Plutôt que de rentrer à Dakar et redevenir un indigène, Lamine Senghor s'est construit une vie dans la capitale impériale. Ici,
Sur le papier, il est l'égal des Blancs. Grâce à son statut d'ancien combattant, il s'est fait embaucher à la Poste, dans le 19e arrondissement. Son épouse, Eugénie Caumont, est on ne peut plus française. Ils ont 2 enfants. Une vie de travailleur, une vie d'homme du peuple que rien ne distingue des autres, si ce n'est sa couleur de peau. Il a appris à les connaître, ces habitants du Paris populaire, à reconnaître leur colère, si proche de la sienne. Il parle d'exploitation, de patron, de lutte contre le grand capital. Et ça résonne chez Lamine, qui n'omet jamais d'ajouter ces mots à lui. Colon, racisme, travail forcé. Le feu de la révolte brûle dans ses poumons presque entièrement détruits par cette maudite guerre. Depuis peu, il écrit pour Le Paria, le journal des indigènes communistes de Paris. Son premier article fait l'effet d'une bombe. Lui, l'ancien combattant abîmé et médaillé, y règle ses comptes avec Blaise Diagne, le seul député africain du Parlement français. Durant la guerre, Diagne recrutait des tirailleurs sénégalais en leur faisant de fausses promesses d'égalité. Mais derrière la figure de Blaise Diagne, c'est l'imposture coloniale que cible Lamine Senghor dans son article. La France nous connaît lorsqu'elle a besoin de nos soldats, mais elle continue à nous traiter comme des êtres inférieurs lorsque le danger est passé. Lamine Senghor se passionne désormais pour la révolte des Rifins, le terrain le plus prometteur de la lutte anticoloniale. Là-bas, dans les montagnes du Rif au nord du Maroc, un chef traditionnel, Abdelkrim el-Khattabi, a réussi à unifier la résistance des tribus à l'invasion espagnole. Lamine Senghor se prend à rêver. De tous les points de la Terre, les peuples coloniaux voient dans la victoire d'Abdelkrim l'étoile qui les guidera vers la délivrance.